Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour nos travaux. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la thématique de la vapeur industrielle, vapeur et condensat. Nous avons déjà produit 2 vidéos concernant l'optimisation de la performance énergétique et environnementale des installations vapeur et condensat. Nous avons circonscrit les réseaux vapeur et condensat industriels en 4 parties. On a indiqué que la première partie concernait la chaufferie, l'unité où la vapeur industrielle était produite au niveau de la chaudière avec ses accessoires. Puis, bien sûr, on a évoqué les possibilités de gestion de l'énergie dans les réseaux, dans la chaufferie. Et on a indiqué les aspects économiques, écologiques et environnementaux. On a fait de même pour la deuxième partie qui concerne le transport, ou plutôt la distribution de cette vapeur. Quand cette vapeur est produite, elle doit être distribuée du point de production vers les points d'utilisation. Souvent, ça peut être distant. On peut transporter de la vapeur sur des distances relativement importantes, plusieurs dizaines ou centaines de mètres, voire de kilomètres, pourquoi pas, si le site est très vaste dans les raffineries en général. En particulier, plutôt, nous avons ce type de production décentralisée de la vapeur industrielle. Et on a indiqué qu'effectivement, dans le parcours de la vapeur, il y avait des possibilités de gestion de l'énergie. Et donc, on a indiqué de quelle manière on pourrait optimiser, améliorer le rendement, la performance énergétique dans le réseau de transport de la vapeur. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la troisième partie qui concerne la consommation de la vapeur. La vapeur industrielle, quand elle est produite au niveau de la chaufferie et transportée dans les canalisations, elle doit être consommée au niveau du procédé. Alors, tout dépend du procédé. Le procédé, en général, l'utilisateur de vapeur est composé de grands systèmes d'échangeurs, parce qu'on a dit que la vapeur était intéressante parce qu'elle a un contenu énergétique à céder au procédé. Et donc, soit il y a des cuves, plutôt des systèmes d'échangeurs où il y a des échanges thermiques qui se fait, soit donc nous avons des cuves où la vapeur est consommée, directement injectée dans le procédé. Voilà, avec voilà, de la vapeur physiquement. Donc, on va injecter de la vapeur d'eau qui va se condenser dans le procédé. Et peut-être que le procédé a besoin d'une vapeur humide, d'une vapeur vive, une vapeur vive carrément, plutôt que de son contenu énergétique simplement. Alors, donc, ce sont ces 2 catégories de possibilités de consommation de la vapeur que nous allons étudier dans cette partie, et nous allons analyser les possibilités de gestion de cette vapeur, contenu énergétique, ainsi que l'eau vaporisée dans ça. Voilà. Alors, nous allons passer sur le slide, je pense, de présentation. Voilà. Alors, consommateur de vapeur, consommation de la vapeur. Alors, ici, nous avons ce réseau schématique, c'est le même que nous utilisons depuis le début de présentation de ces vidéos. Nous avons ici, la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les échangeurs. Alors, nous avons ici, je ne sais pas si vous voyez... alors... je n'ai pas activé le pointeur. Alors, oups. C'est ça les problèmes du direct. Le pointeur n'est pas tout à fait activé. Alors, je ne sais pas, il va falloir... il est activé de l'autre côté, mais pas ici. Bon, alors nous allons quand même, pour ne pas couper la vidéo et refaire la programmation, nous allons tenter de... Je ne sais pas si vous allez voir
Si vous allez voir le curseur sur le... Dites-moi en commentaire si vous voyez le curseur sur la vidéo, comme ça, nous allons pouvoir continuer avec ce défaut de pointeur qui ne fonctionne pas. Alors, donc, hein, vous pouvez me dire en commentaire si vous voyez le curseur, s'il vous plaît. Ce serait bien qu'on puisse poursuivre dans notre lancée. Parce que le curseur, moi je le vois là sur l'écran. Alors, mais alors un instant, je vais regarder. Hop. On va voir ça. Un instant. Voilà. Alors, je ne dis pas de bêtises. J'espère que je vais pouvoir visualiser. Alors, on va voir si... Alors, je pense que vous ne voyez pas le curseur parce que... Bon, nous allons je vais vous décrire hein, le phénomène. Si le curseur n'apparaît pas, nous allons nous débrouiller comme ça. Alors, vous voyez le premier échangeur consommateur de vapeur sur lequel nous allons étudier les possibilités de gestion de l'énergie. C'est donc celui qui est, vous voyez, au niveau de la première canalisation qui redescend, il y a marqué trappe, enfin il y a trappe partout, trappe c'est le purgeur. Et donc, c'est cet échangeur, ah ben voilà, je pense que, voilà, ben c'est bon, je vois que ça va, ça apparaît le curseur, c'est très bien, parfait, on peut continuer maintenant. Alors, donc, nous avons sur cet échangeur la vapeur vive qui arrive à 10 bars, 180 degrés, qui est orientée vers le premier échangeur ici. Eh bien, cet échangeur va donc céder son contenu énergétique au procédé et la vapeur d'eau va se condenser et puis va être récupérée par le pot de purge qui est en dessous. Et le purgeur va faire son travail qui consiste à évacuer le condensat de l'espace vapeur et permettre ainsi de favoriser l'échange thermique entre espace vapeur et espace condensat. Alors, quelles sont les possibilités de gestion de l'énergie que nous avons dans ce cas de figure? Eh bien, on observe que si par hasard, il y a le purgeur qui n'est pas bien réglé et que, par exemple, le purgeur est noyé, hein, l'échangeur est noyé du fait que la condensation de la vapeur est beaucoup plus importante que prévu, notamment lorsque, au niveau du procédé, la partie à réchauffer n'est pas bien régulée. Par exemple, beaucoup trop froide pour supporter comment dire, parce que voyez-vous, il y a un équilibre thermique de part et d'autre de l'espace d'échange. Hein. Lorsque la vapeur arrive à 80 degrés, plutôt à 180 degrés, et ce n'est pas évident qu'elle arrive d'ailleurs à 180 degrés dans cet échangeur, parce que je vois qu'il y a une détente ici, il y a un poste de détente, donc c'est probablement une vapeur qui arrive à une température bien plus basse, à une pression bien plus basse, c'est-à-dire à une pression bien plus basse, parce qu'il y a une équivalence. Eh bien, si on suppose qu'elle arrive par exemple à 120 degrés, voilà, par exemple, eh bien, à 120 degrés, cette vapeur devrait réchauffer un procédé qui est par exemple à 100 degrés, côté échangeur, côté procédé, voilà.
100 degrés ou 80 degrés, ou du moins, parce que le gradient de température décline progressivement. Hein. Nous avons un profil de température qui doit être respecté dans le transfert thermique. Et donc, il se fait que ce qui nous intéresse au niveau des possibilités de gestion de l'énergie, c'est qu'il ne faudrait pas, par exemple, que nous ayons l'humidité au niveau de la surface d'échange. Voilà. Une humidité, c'est-à-dire de la vapeur condensée, un film d'eau au niveau de la surface d'échange, limite le transfert thermique de façon significative. Hein. Nous allons voir tout à l'heure de quelle manière. Et donc, il faudrait absolument que le condensat s'évacue proprement, quasi instantanément, au fur et à mesure de sa formation, puisque la formation de ce condensat est spontanée dès que la vapeur se refroidit. Hein, donc, dès qu'elle cède son contenu énergétique, elle se refroidit et le condensat se forme. Ce condensat se forme, doit être évacué naturellement, de façon gravitaire, vers le pot de purge. Et le pot de purge est équipé d'un poste de purge, d'un purgeur, qui va faire son travail d'évacuer le condensat vers le réseau de condensat. Alors, et nous allons voir de quelle manière, si ce processus n'est pas fait proprement, eh bien, combien on pourra perdre d'argent, combien on pourra perdre en efficacité et même en qualité du produit. Alors, nous avons un instant, ne coupez pas s'il vous plaît. Alors, alors, je vous en prie. Donc, nous avons ici des pertes d'efficacité au niveau de l'échangeur. Ça, c'est la première observation que j'ai évoquée hein, quand j'ai parlé d'échangeur noyé. Avant d'y arriver, l'optimisation de la consommation. Alors, on va lister en quelque sorte les différentes possibilités de gestion de l'énergie avant de les étudier au cas par cas. Alors, purger correctement les condensats dans toutes les conditions. Alors, dans toutes les conditions de procédé, le condensat doit être purgé correctement, pour des raisons évidentes, parce que, pour les raisons que je viens de vous évoquer, le condensat n'est pas intéressant au niveau de la surface d'échange. Ce qui nous intéresse côté vapeur, c'est qu'il y ait de la vapeur vive, qui ne soit pas noyée de condensat, que le condensat, dès qu'il se forme, qu'il soit évacué. Voilà. Et alors, cela permet également d'optimiser la production, parce que, voyez-vous, si on veut réchauffer un procédé à une certaine température de consigne qui est assez précise, la formation du condensat au niveau de la surface d'échange côté vapeur peut freiner le processus de transfert thermique, va même le freiner, et donc possible que la température de consigne ne soit même pas atteinte. Il y a des moments où elle n'est même pas atteinte, quel que soit ce qu'on fait, parce que le condensat froid a noyé l'échangeur et le transfert thermique ne se fait pas correctement. Alors, stabiliser la température de chauffe, bien sûr, la stabiliser par ces différents procédés, c'est-à-dire réguler l'apport de chaleur côté détente, côté la vanne de régulation en amont de l'échangeur, mais également, côté fluide à réchauffer, il faut réguler le débit de l'entrée de l'échangeur, entrée côté procédé. Alors, ces deux vannes de régulation doivent être, disons, doivent travailler de concert en respectant ce que veut le procédé et afin que l'apport énergétique soit adapté au procédé conformément aux exigences de la production. Évidemment. Alors, on pourrait également éviter la corrosion et les coups de bélier hein, dans l'optimisation. Bon, évidemment, la corrosion a un problème au niveau pas tellement énergétique, mais pourquoi pas aussi, mais surtout au niveau continuité du service, au niveau maintenance,
nous aurons beaucoup de problèmes si la vapeur, euh, comment dire, l'espace vapeur est corrodé, eh bien, la vapeur va transporter les débris de fer, des débris métalliques qui ne font pas partie de la règle du jeu et donc qui pourraient obstruer les postes de purge et s'accumuler dans des espaces où ce n'est pas nécessaire et compliquer le procédé. Vous pouvez comprendre de façon évidente en quoi les corrosions ne sont pas intéressantes dans les espaces de vapeur, surtout que à l'issue d'une corrosion importante, il peut y avoir carrément ouverture et fuite de vapeur vive. Alors, nous pourrons également, dans le procédé plutôt dans le transfert thermique au niveau de la consommation de la vapeur, gérer les aspects énergétiques en s'intéressant à l'air. Alors, l'air dans les réseaux de vapeur et condensat n'est pas intéressant parce que le coefficient de transfert thermique avec de l'air, c'est un peu comme... L'air a pratiquement le même coefficient de transfert thermique que le vide. Et donc, l'air, c'est pas le vide. Mais, je vous dis, en termes d'ordre de grandeur, la chaleur se transmet difficilement dans de l'air parce que, comment dire, il faut absolument que l'espace qui contient la vapeur par rapport à l'échangeur soit dépourvu et d'air et de liquide condensat. Alors, le transfert thermique peut être réduit de moitié, même au dixième, de 10 fois moins, peut être divisé par 10 parce qu'il y a un film d'air côté... L'air est comme un écran thermique, voilà. Comme un vrai écran thermique. Le vide, même la chaleur peut se transmettre dans le vide par radiation, sans aucun problème. Mais la chaleur, vapeur d'eau, ici, elle se transmet par conduction. Et la conduction demande qu'il y ait de la matière qui puisse, disons, de fil en aiguille, faire passer la chaleur d'un espace à l'autre et par agitation thermique. Hein. C'est ça le procédé de transfert thermique par conduction. Bon, mais ça, ce n'est pas le propos ici. Nous, on nous dit, pour gérer la consommation de la vapeur, optimiser la consommation de la vapeur, on a besoin de nous assurer que nous n'avons pas d'air. Donc, il faut des purgeurs d'air. Et la purge d'air se fait de façon spécifique. Hein, la purge par l'air. Et d'ailleurs, il y a certains purgeurs qui sont faits pour purger l'air, même s'il y en a d'autres purgeurs de vapeur qui purgent également l'air lorsqu'ils sont bien montés, bien configurés. Ce qui est important, c'est que le concepteur du réseau vapeur doit prévoir dans le parcours de la vapeur les endroits où on a installé les postes de purge d'air. Hein, c'est des endroits bien connus hein, pour les spécialistes de la vapeur, notamment au niveau des échangeurs du côté haut, au niveau des canalisations par le haut, puisque bon, la vapeur, l'air a toujours tendance à aller vers le haut, et donc il faudrait que des purgeurs thermostatiques, notamment, qui sont, disons, qui ont cette aptitude à purger beaucoup plus facilement que les autres purgeurs, et bien, à purger l'air. Et donc, quand on s'assure que le réseau de vapeur est dépourvu d'air, cela nous garantit un bon coefficient de transfert thermique au niveau du procédé. Voilà. Alors, autre possibilité de gestion, on parle ici de qualité de l'air des systèmes HVAC, température et humidité relative. Oui, alors ici, bien sûr, on fait allusion à lorsque on réchauffe la vapeur, un système de chauffage d'air conditionné ou d'air dans les milieux, les pays froids où le chauffage central est effectué avec de la vapeur, hein, comme énergie primaire, plutôt comme énergie
auxiliaires pour produire l'électricité, pour produire la température de confort dans l'espace à réchauffer, eh bien, il est souhaitable que l'air primaire qu'on injecte dans l'échangeur thermique qui est censé céder sa chaleur à cet air-là avant disons, de l'introduire dans les espaces d'air traité, hein, les espaces où on veut conditionner de l'air, donc faire du chauffage central, eh bien, il est souhaitable que les contraintes d'humidité soient respectées parce que si cet air à réchauffer est humide, eh bien, il y a l'enthalpie d'évaporation qu'il faudrait ajouter à l'énergie cédée pour pouvoir sécher cet air et donc le permettre d'atteindre la température de confort. Et donc, il y a souvent des problèmes pour atteindre cette température de confort parce que l'aide primaire, l'aide qui arrive, l'air neuf, si vous voulez, qui arrive de l'extérieur et qu'on veut injecter à l'intérieur, eh bien, cet air est humide, ou bon, on s'assure que cet air n'a pas de poussière parce qu'il y a des filtres en amont, mais après avoir filtré, si on ne s'assure pas des aspects hygrométriques, hein, donc l'humidité notamment, et l'humidité relative, eh bien, il est possible que les températures de consigne ne soient pas atteintes ou qu'on soit obligé d'adapter une régulation particulière pour obtenir les exigences de confort hygrothermique que nous souhaitons dans l'espace à réchauffer. Alors, c'est pour cela que si on veut gérer la vapeur dans les systèmes HVAC, les systèmes de chauffage central, eh bien, il faut vérifier, on a dit, l'humidité côté échangeur, côté vapeur plutôt, vérifier l'absence d'air côté vapeur, mais aussi ici, vérifier l'absence d'humidité si c'est l'air qui est le fluide à réchauffer. Je parle, l'air ici, l'air c'est le procédé, hein, ce n'est pas l'air qu'on retrouve dans les incondensables de la vapeur. Parce que lorsque la vapeur est produite, elle est importée avec un imprimage plus ou moins important, eh bien, elle est importée sous forme vapeur, donc sous forme de gaz. Et ce gaz, c'est H2O, hein, littéralement, mais il est possible que des gaz incondensables qui sont dans le réseau de vapeur, sinon pas un moyen de s'échapper, ben, qu'ils se retrouvent emportés également avec cette vapeur. C'est cet air-là qui est incondensable dans le réseau de vapeur qu'on doit évacuer par les postes de purge. Voilà. Mais l'air dont on parle ici, c'est l'air qui arrive pour être chauffé, hein, avant d'être injecté dans les espaces à réchauffer dans le contexte d'un chauffage central ou d'une centrale de traitement d'air. Eh bien, la batterie chaude peut être réchauffée avec la vapeur. Et c'est cet air-là, de côté procédé de la batterie chaude, qui doit être dépourvu d'humidité, ou s'il est humide, eh bien que dans l'enthalpie de l'air à injecter côté vapeur, qu'on tienne compte de l'hygrométrie, donc du taux d'humidité relatif de cet air, afin qu'on s'assure qu'une fois traité, il va être complètement dépourvu de cette humidité, et surtout que la température de consigne qu'on veut atteindre va pouvoir être atteinte. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. La vapeur industrielle, c'est un phénomène qui n'est pas très, très bien connu même des industriels, hein, malheureusement. Et donc, c'est l'occasion pour nous de souvent échanger sur ce type de problématique. Vous pouvez avoir dans votre usine ou dans votre procédé des complications pour lesquelles vous avez des difficultés et vous ne parvenez pas à trouver des réponses. Ce type de vidéo est fait pour que, quand vous les suivez, ben, que vous les rapportiez à votre contexte professionnel et que vous identifiez vos problématiques par rapport à nos propos et que vous reveniez vers nous pour obtenir des conseils.
des conseils de spécialistes, hein, modestement, parce que nous, c'est notre métier, voyez-vous, entre autres. Alors, l'autre possibilité de gérer la vapeur, gérer, donc d'optimiser, hein, c'est gestion énergétique. C'est donc le purgeur de vapeur. Alors, le purgeur de vapeur, c'est un poste de gestion d'énergie très important. C'est d'ailleurs le principal dans la boucle de vapeur et condensat. Par le purgeur, il peut se passer énormément de choses s'il est mal réglé, selon qu'il est bien réglé ou pas. Alors, et donc, je vous rappelle que le poste de purge dans un réseau de vapeur et condensat, quand c'est pour purger l'air, ben, c'est pour évacuer l'air et permettre que la vapeur sèche, vive, reste dans l'espace vapeur. Et quand c'est pour purger le condensat, eh bien, c'est qu'une fois l'air, plutôt la vapeur refroidie, eh bien, le condensat qui se forme soit évacué directement de l'espace vapeur pour rejoindre l'espace condensat et être récupéré. L'idéal, c'est qu'il soit récupéré froid, plutôt chaud, et à sa pression, sans revaporisation. Mais bon, même s'il y a revaporisation, l'idéal, c'est de récupérer cette vapeur instantanée et pour réchauffer ou pour chauffer certaines parties du procédé. Alors, le poste de purge, eh bien, comment on peut gérer ça au niveau du poste de purge? Ben, il faut vérifier et améliorer son dimensionnement, la sélection et l'installation des purgeurs. Le purgeur doit être sélectionné proprement parce que il y a des milliers de purgeurs dans une installation et parmi les purgeurs, il y a des centaines de types de purgeurs, de variantes de purgeurs. Et donc, il ne suffit pas de prendre un purgeur et de l'installer à un poste de purge quelconque. Non, c'est toute une ingénierie qu'il faut mettre en place pour sélectionner le bon purgeur au bon endroit de l'installation de la vapeur, la boucle de vapeur et condensat. Et donc, ça doit être quelqu'un qui comprend le cheminement de la vapeur, le comportement de ce fluide qui est vraiment atypique. Ce fluide a un comportement particulier, tel que si on ne le cerne pas très bien, pour évacuer le condensat une fois il se forme, soit dans les lignes de distribution de la vapeur, soit dans les échangeurs, une fois la vapeur se condense, eh bien, il est important que le choix du purgeur réponde à sa possibilité d'être évacué instantanément, ou du moins qu'il n'y ait pas d'accumulation de condensat dans l'espace vapeur. Alors, et ça, encore une fois, c'est toute une... On peut en parler pendant plusieurs jours, hein, de la manière de sélectionner un purgeur. Eh bien, ça va dépendre de la situation, problème concerné, hein, dans le réseau de vapeur et condensat. Voilà. Notez juste que on peut améliorer le dimensionnement. Il est possible qu'un dimensionnement mal fait d'une installation, même neuve, qui vient d'être mise en service, fasse perdre le rendement énergétique à cet endroit de façon telle que l'argent soit jeté par la fenêtre à ce niveau. Soit la vapeur vive sort du purgeur, parce que, comme tout est fermé, tout est très chaud, on ne peut pas regarder et voir. Il y a certains appareils de détection ultrasonore qui permettent de savoir si le purgeur est bloqué ouvert, bloqué fermé, s'il pisse le condensat régulièrement, s'il y a trop de pertes de vapeur vive ou pas. Bref, c'est quelque chose d'assez spécifique que seuls les spécialistes peuvent analyser, interpréter, et même ces explications que je fournis, seuls ceux qui sont confrontés à ces problématiques au quotidien peuvent les digérer, hein, voyez-vous. Alors, l'autre possibilité avec les purgeurs, c'est la gestion du parc de purgeurs pour maintenir un taux de performance optimal. Oui. Pourquoi la gestion du parc de purgeurs est importante? Parce que, vous voyez, comme il y a des milliers de purgeurs dans une installation de raffinerie, de sucre, de pétrole,
Par exemple, il peut y avoir 10 000 purgeurs dans une raffinerie moyenne de pétrole. Hein. Ah ben alors, avec 10 000 purgeurs, chacun est à un emplacement, il exerce une fonction à cet emplacement qui doit être donc localisé géographiquement, et repéré par rapport à l'usage qu'on en fait et quel est l'échangeur qui est en amont, quelle est la canalisation. Tout doit être bien repéré, bien identifié, et il faut carrément un système informatique qui permet de faire la surveillance de ce poste de purge. Donc, carrément, une fois on a identifié chacun de ces purgeurs, dans son emplacement, dans sa fonction, dans l'équipement qu'il dessert, eh bien, on doit maintenant retrouver ses caractéristiques, hein, donc au niveau de ses températures, ses sections de conduite, et puis la référence du fabricant, l'année d'installation, les différentes interventions qui ont eu lieu sur ce poste de purge, sur ce purgeur, depuis l'installation, depuis la première installation jusqu'à la date. Alors, ça ne peut pas être historisé, hein, si on n'a pas un système d'information qui nous facilite la gestion de ces postes de purge. Et il faut pouvoir en faire le suivi pour savoir si, parce que quelquefois on veut remplacer un purgeur par le même, est-ce que celui-là a effectivement fonctionné à cet emplacement correctement pour qu'on puisse le remplacer par le même ou pas. Donc tous ces éléments requièrent que le parc de purgeurs soit géré, y compris avec logiciel, lorsque les postes de purge sont très, très nombreux, et que le personnel exploitant soit bien sensibilisé au fonctionnement de ces purgeurs, qui reçoivent une formation spécifique pour la conduite de ces postes de purge, parce que, je vous dis, c'est par là qu'il y a le plus gros gisement de gestion de l'énergie dans les réseaux de vapeur et condensat. Alors, donc, je pense que là, nous allons passer aux études de cas, hein, les cas particuliers où on peut gérer la vapeur au niveau des systèmes, au niveau des échangeurs, au niveau de la consommation de la vapeur. Et on va évaluer un petit peu les pertes et les dégâts et surtout les avantages économiques que ça peut produire. Alors ici, premier cas, voici un échangeur qui est noyé parce qu'il y a une accumulation de condensat côté vapeur. Voilà. Alors, on peut l'observer ici avec une caméra thermique qui nous permet donc de voir le niveau de température. On n'a pas ouvert, hein, l'isolation peut être absente ou présente, mais en tout cas, avec la caméra thermique, on n'a pas besoin de grand-chose. On zoome la caméra dessus et on voit très bien. Ici, on a un échangeur tubulaire qui est noyé, la vapeur à 110 degrés en partie supérieure et le condensat à 80 degrés en partie inférieure. Voilà, donc vous voyez très bien. Nous avons ici, on peut voir ici le lexique de notre caméra thermique lorsque on a cette couleur qui est une sorte de blanc froid, et bien on a plutôt on est dans les 110 degrés, hein, c'est ça qui nous indique la température, hein, l'échelle de mesure, tandis que par là nous avons au bas de cet échangeur c'est toujours le mélange vapeur condensat, et bien on voit bien que nous avons 110 degrés, plutôt 100 degrés, hein, 80 degrés plutôt. 80 degrés, eh bien, à 80 degrés, on est certain que nous n'avons plus la vapeur, nous avons de l'eau, et donc, on voit très bien que ce n'est pas homogène au niveau thermique, et ça, ce n'est pas intéressant parce qu'en plus, il y a un risque de coup de bélier. Alors, le coup de bélier thermique, c'est lorsque instantanément, nous avons
contact avec une vapeur beaucoup plus chaude, avec un condensat froid qui crée donc une sorte d'implosion. Et on entend des crépitements et quelquefois l'intensité de ces implosions peut être suffisamment grande pour faire littéralement exploser l'ensemble, hein, ce qui arrive dans les réseaux de vapeur avec ces coups de bélier thermiques. Alors, et donc, ça c'est un risque à écarter lorsqu'on observe. Hein. La mesure à préconiser ici, c'est évacuer le condensat en toutes circonstances. Il faut absolument que le condensat soit évacué dès qu'il se forme, quelle que soit la situation problème. Alors, un instant. Voilà. Alors, donc, nous avons je pense la deuxième étude de cas. Erreur dans l'angle de montage. Voilà. Nous avons aussi une erreur dans l'angle de montage. Et là, le purgeur en fuite de vapeur vive. Alors, ici, on indique une erreur dans l'angle de montage pour dire que lorsque, par exemple, on veut monter un poste de purge dans un réseau de vapeur, comme l'évacuation du condensat doit se faire de façon gravitaire, eh bien, il faut s'assurer que le condensat, lorsqu'il se forme dans les canalisations au niveau de l'échangeur, il va pouvoir s'écouler naturellement, aller se retrouver dans le pot de purge avant d'être évacué. Ici, on voit très bien qu'il y a risque de coup de bélier, puisqu'il n'y a pas de pot de purge à cet endroit, et si le purgeur est par là, il est possible que cet angle-là, d'amorçage qui n'est pas adapté hein, à l'emplacement de ce purgeur, eh bien, crée un risque de coup de bélier ou de dégradation de la qualité de cette vapeur. Parce que quand la vapeur arrive et ramasse de l'humidité, elle se refroidit. Et donc, même la pression baisse. Et ça a un coût, comment dire, une incidence sur la qualité thermodynamique de cette vapeur. Alors, purgeur en fuite de vapeur vive, bon là c'est carrément que la vapeur qui est produite au niveau de la chaufferie, avec un contenu énergétique très important parce que le fluide, le combustible a été brûlé pour la produire, cette vapeur. Eh bien, cette vapeur, au lieu d'être allée réchauffer disons, le procédé, en lui cédant son contenu énergétique, elle va se retrouver dans la nature à chauffer les oiseaux. Et donc, cette vapeur qui a été produite donc, ne va pas pouvoir être consommée. Et là, c'est un poste de perte d'argent sérieux qu'il faut rapidement éradiquer. Voilà. Alors, allons-y. Concrètement, ce que ça représente avec les pertes d'argent. Concrètement. Le manque d'un pot de purge. Si je prends un pot de purge, regardez bien ce tableau, avec une orifice un demi-pouce, eh bien, avec cette ouverture, nous avons par mois 210 000 kilos de vapeur. Presque 200 tonnes de vapeur sont perdues par mois. C'est incroyable. Avec une orifice à un demi-pouce. 200 tonnes de vapeur sont perdues par mois. Le coût de cette vapeur ici est estimé à 5 000 €. 5 000 €. Et donc le coût par mois, 60 000 €. Alors, je ne sais pas si c'est par an. Je pense que c'est par an. Tout à fait, par fois 12. Donc, c'est par an ici. Je pense qu'il y a un petit souci de traitement de texte. Donc, la perte mensuelle, c'est donc 5 000 € pour cet orifice d'un demi-pouce. Et là, la perte annuelle est de 60 000 €. Croyez-moi, dans une installation, je suis persuadé que vous qui m'écoutez, si vous avez des installations vapeur dans votre site industriel, ne négligez pas les postes de perte de vapeur vive. D'ailleurs, pour estimer la taille de l'orifice,
vous entendez juste siffler, vous devez rapidement prendre contact avec un spécialiste pour identifier l'ampleur du dégât. Et une fois on vous chiffre la perte financière qui est en train d'être observée à travers cette fuite-là, immédiatement, le personnel exploitant, la hiérarchie, si on lui a rapporté l'information, elle va prendre les dispositions qui s'imposent pour faire cesser cette hémorragie. Parce que 60 000 € par an, parce qu'il y a un trou dans la canalisation, je pense que si ça peut être évité, c'est plusieurs salaires, n'est-ce pas, dans certains pays, qui peuvent être payés avec cette somme. Et je rappelle que lorsqu'on colmate ce genre de fuite, ces sommes-là se retrouvent dans le bénéfice net comptable de l'entreprise. C'est comme si de l'argent tombait du ciel, littéralement. Alors, par contre, si l'orifice a une taille un peu moindre, donc 7/16e orifice, eh bien, nous aurons donc les pertes conséquentes, un peu plus d'1,5 tonne de vapeur par mois de perdu, donc plus de 3 000 €, près de 4 000 € de dépenses mensuelles et 46 000 € par an, pardon. 3/8, etc. Là, vous pouvez voir, ça va dégringolant. Lorsque l'orifice est de 1/8 de pouce, eh bien, c'est quand même... ce n'est pas autant que le demi-pouce, mais là, c'est quand même de l'argent. Voilà, 312 € par mois, même si le trou est tout petit. Alors, vous comprenez que la vapeur, ici, alors, cette information est produite pour un réseau de vapeur seulement à 5 bars. 5 bars avec une durée de mise en service. Ici, c'est pratiquement de 8700 heures. Donc, ça veut dire qu'on produit, c'est une usine qui travaille 24 heures sur 24, littéralement. Et le coût de la vapeur ici, c'est 25 € la tonne. Quand on dit le coût de la vapeur, 25 € la tonne, c'est pour dire que le coût d'acquisition de l'eau brute, le coût de traitement de cette eau brute pour la désilicer, déminéraliser, la rendre propre à être utilisée dans une chaudière à vapeur. C'est pas une eau simple. On doit pouvoir d'ailleurs ajouter certains adjuvants pour faire précipiter certaines particules en suspension ou pour augmenter le pH de cette eau pour des raisons techniques, de contraintes techniques disons de vapeur, de la vapeur pour éviter qu'il y ait une acidité. Bref, il y a en fonction du procédé, un traitement spécifique qu'il faut apporter à l'eau d'appoint. Et cette eau, donc il y a un coût pour la production de cette eau-là. Je vous dis, le coût d'achat de l'eau vive, si vous la prenez d'une rivière, il faut la traiter. Si vous la prenez d'un forage, il faut pomper. Il faut, bref, tous ces coûts-là, ramener en plus donc, du contenu énergétique, si c'est le combustible qu'on achète pour céder la chaleur, eh bien, une tonne de vapeur produite ici coûte 25 €. Le prix de revient de cette vapeur, c'est 25 €. Et donc, à ce prix de vapeur-là, il se trouve que, à ce coût-là, seulement à 5 bars, si nous avons ces orifices-là, voilà les dépenses. Je vous rappelle que lorsque le réseau est haute pression, par exemple 10 bars ou plus, eh bien, vous pouvez imaginer l'envolée des dépenses qui vont être observées, disons, à travers ces situations problèmes. Les dépenses peuvent être multipliées par 2 ou 3, ce n'est pas linéaire. En tout cas, elles vont être beaucoup plus importantes que ces valeurs-là. Alors, voilà par exemple un système de gestion de parc de purge, un exemple de système de gestion de parc de purge. Ici, c'est un fabricant, un leader, ce n'est pas le seul, mais enfin, mondial disons de la vapeur industrielle au niveau des purges et tous les équipements de la vapeur. Eh bien là, nous avons, disons, un écran qui est connecté à un serveur avec un logiciel de gestion disons, de ces postes de purge. Eh bien, Armstrong, donc c'est le fabricant. Alors là, c'est un analyseur du poste de purge par un technicien. C'est un analyseur à ultrasons. Voilà, donc avec son casque,
Et donc ça, c'est le capteur qu'on pose sur l'équipement à surveiller avec le casque en fonction du type de son qu'il entend. Il est bien formé à son usage. Il peut savoir l'état bloqué ouvert, bloqué fermé, ou bref, il peut déterminer disons, le dysfonctionnement probable du poste de purge à auditer. Voilà, ce même équipement permet également de mesurer la température et même constater certains dégâts visuels. Je vous rappelle que la température d'un pot de purge nous renseigne énormément sur son état en fonction de la température de consigne et de la situation qu'on observe sur le terrain. Alors, surveillance en continu, 24 heures sur 24, 7 jours par sur 7, et notification instantanée de la défaillance des purgeurs. Alors ça, c'est un module annexe qui peut être associé à ce système de gestion du parc de purge, qui permet donc, s'il y a 10 000 purgeurs dans une installation, vous devinez bien, quelquefois qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, le gestionnaire des postes de purge ne peut pas aller les surveiller tous physiquement. Il pourra avoir plusieurs mois à passer avant de repasser sur un pot de purge éventuellement défectueux. Sans compter les risques de repasser plusieurs fois sur le même poste sans jamais repasser sur d'autres. Donc le meilleur moyen, c'est d'automatiser la chose, de faire en sorte que lorsque le défaut est constaté, eh bien que l'information puisse parvenir à celui qui est chargé de cette aile-là, de la gestion de ces références, soit par SMS électronique, soit via son écran d'ordinateur de bureau, parce que bon, lui aussi, il a accès au serveur. Ces informations sont enregistrées en temps réel et stockées dans le serveur, et ça lui permet, si c'est vraiment urgent, de recevoir le message sur son téléphone, c'est possible, ou carrément de pouvoir consulter au niveau des notifications qu'il observe sur son système, pour que immédiatement les mesures qui s'imposent soient prises avant que le dégât ne soit observé. Alors, ici, la mesure de la performance du parc de disponibilité de l'information à tous les niveaux de la société pour prise de décisions basées sur le retour sur investissement. Alors, donc, oui, c'est cela. On prend la décision d'intervenir sur le système parce que, vu les pertes observées, eh bien, on peut se dire, si ça nous coûte autant d'argent de jeter par la fenêtre, et si l'expert nous fait savoir que, eh bien, en réalité, si on dépense tel budget, cela va nous permettre de ne plus perdre cet argent. Pardon. Et donc, on fait le rapport, on se dit, ben, attends, cet argent, je le perds par mois. OK, donc en un an, je veux perdre de temps. OK. Alors, il se trouve que moi, ce que vous me demandez de dépenser pour que je ne perde plus cet argent, ça coûte, c'est par exemple ce que je vais payer, que j'ai payé par exemple l'année dernière, puisque le défaut était là, et que je vais encore payer cette année, puisque le défaut va rester là, mais que je risque de payer d'année en année tant que le défaut sera là. Alors, je peux prendre la décision, si j'ai cette information, et si elle est bien faite, hein, elle est bien fournie, eh bien, d'arrêter cette hémorragie et de me dire, de toute manière, je vais dépenser cet argent cette année. Alors, j'ai peut-être pas d'argent dans ma trésorerie, mais ça vaut la peine d'aller emprunter, ou en tout cas, dans le budget du combustible, puisque c'est à même les économies réalisées que je vais pouvoir financer ces mesures-là, ces mesures préconisées par l'expert. Alors, donc, je m'arrange à ce que, avant la fin de l'année, la mesure préconisée soit mise en œuvre afin que la perte soit stoppée et donc je n'aurai plus cette dépense dans le budget du combustible. Je peux même défalquer du budget du combustible la somme nécessaire pour colmater la fuite, par exemple, ou apporter l'amélioration préconisée par l'expert. Voyez-vous ? Et là, dans ce seul cas de figure, vous voyez ce que ça donne, mais en général, ça se passe dans toutes les autres mesures d'amélioration de la performance énergétique qu'on préconise dans le cadre d'un audit énergétique
des systèmes vapeur et condensat en particulier et des systèmes énergétiques en général. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà une étude de cas qui va nous... qui est une étude de cas classique, hein, qui concerne ici réparer, remplacer les purgeurs défaillants. Voilà donc une entreprise qui a audité certains pots de purge, a vu qu'il y a certains purgeurs qui pissent la vapeur vive, sont bloqués fermés, bloqués ouverts, enfin bon, qui dysfonctionnent, comme on dit. Alors là, on se voit, disons, l'étude technico-économique a été faite par l'expert et il se trouve que 17 000 € sont perdus par an, plutôt peuvent être, oui, sont perdus par an puisqu'ils vont être récupérés et l'investissement c'est juste 3 000 €. Alors, donc il se trouve que moi je perds tous les ans 17 000 € pour quelque chose en fait qui vaut 3 000 €. Bah attends, je suis pas idiot, je vais arrêter ça tout de suite. Et puisqu'au bout de 2 mois, j'aurai retrouvé mon argent dépensé. Et pendant tout le reste du temps, je vais gagner, alors ici, je ne dis pas de bêtises, la différence sur la première année et 17 000 € sur toutes les années qui vont suivre après la mise en œuvre de ma mesure préconisée. Donc, je fais de la chasse au gaspillage. Et au lieu de multiplier, vous voyez, les efforts que les industriels peuvent fournir au niveau commercial, au niveau amélioration du procédé, au niveau... Il y a plusieurs efforts que l'industriel est prêt à mettre en œuvre pour gagner 17 000 € en plus de ses ventes habituelles, etc. Alors, et ça peut passer par des formations de personnel, l'acquisition de nouveaux matériels, etc. Donc, son truc de management. Mais là, il se trouve que les 17 000 €, il les a, tac, simplement en remplaçant des pots de purge défaillants. Et il a ces mêmes 17 000 €. Ah, ça vaut la peine, n'est-ce pas, d'accorder de l'importance à l'expert énergéticien qui arrive dans votre installation pour vous faire gagner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit, voyez-vous. Alors, donc ici, les avantages sont nombreux. Déjà, le côté économique, c'est clair que l'argent, on a vu la différence, c'est beaucoup d'argent. Et bien sûr, le combustible qui a été dépensé pour produire cette énergie perdue ne va plus être consommé. Et donc, les gaz à effet de serre, évitez, vont être observés à cet endroit. Le purgeur était défaillant en position ouverte. Donc, c'était carrément... on balançait par la fenêtre de l'argent. C'est le cas de le dire. Alors, la production améliorée et les besoins de maintenance diminués grâce à la suppression des purgeurs défaillants en position fermée. Voilà. Donc, l'avantage organisationnel qui n'a pas de prix. Hein. Donc, en plus de l'avantage économique, l'avantage écologique que nous avons observé uniquement dans le cas de remplacement de pots de purge dans une entreprise. Il peut y avoir plusieurs postes de purge, ça va faire autant d'argent économisé. Alors, donc je pense que par rapport à la problématique que nous avons envisagé d'aborder aujourd'hui concernant la consommation de la vapeur, les postes de consommation de la vapeur industrielle, les possibilités de gestion de l'énergie dans les postes de consommation de la vapeur industrielle, eh bien, je pense que nous avons abordé l'ensemble des... Enfin, l'ensemble, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, nous avons fait le point sur les possibilités de gestion de l'énergie dans les systèmes de consommation, dans les unités de consommation de la vapeur industrielle. Et c'était la troisième partie de notre thématique. Je pense que nous allons arrêter là pour aujourd'hui, puisque bon, la vidéo ne doit pas dépasser 1 heure pour des raisons pratiques. Et nous aborderons pour
la dernière séance de cette séquence de vidéos sur les possibilités de gestion de l'énergie, l'optimisation de la boucle de vapeur et condensat sur les aspects énergétiques. Eh bien, le dernier volet sera le retour de condensat, la récupération de l'énergie dans le condensat. Lorsque la boucle de vapeur et condensat est fermée, sur la nécessité d'ailleurs de récupérer ce condensat, parce que certaines installations ne récupèrent pas le condensat, ce qui est une catastrophe, hein, littéralement une catastrophe dans tous les sens du terme, et nous verrons pourquoi la prochaine fois. Alors, je vais vous dire maintenant de vous demander d'écouter ces vidéos, hein, vous qui êtes des agents de maintenance dans des installations industrielles, bien sûr, côté chaufferie, installation thermique, les électriciens ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas d'électricité. Si, il y a de l'électricité, il y a des vannes de régulation, il y a des appareils, il y a des capteurs, il y a des automatismes à tous les niveaux. Donc, il y a des agents de maintenance, d'électromécanique, électronique, tous les corps de métier de la maintenance industrielle peuvent être confrontés à une installation thermique où dans des endroits où ils doivent intervenir. Bien sûr, vous ne devez pas forcément maîtriser le fonctionnement de la boucle de vapeur et condensat pour pouvoir intervenir efficacement en ce qui vous concerne dans votre travail. Mais il est important que vous ayez une idée de ce que c'est. Vous êtes en général des scientifiques, vous qui êtes dans la maintenance industrielle, c'est bien que vous soyez socialisés à ces problématiques, vous n'avez rien à perdre. C'est même des compétences que vous pourrez acquérir. Il n'y a pas d'école où on forme les gens à la maîtrise de la vapeur, que je sache, en tout cas pas dans le système classique. C'est des formations continues que le personnel exploitant suit, disons, après être sorti de l'école ou en cours d'emploi. Et donc, peut-être que par rapport à l'estime et à la considération que votre employeur vous fait, si en plus de votre expertise dont vous faites preuve au niveau de l'entreprise, vous avez la possibilité d'améliorer sa boucle de vapeur et condensat, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il ira chercher les gens au quartier qui ne comprendront de toute manière rien du tout par rapport à vous qui avez déjà été sensibilisés à la problématique. Je suis persuadé que si vous écoutez ces vidéos et toutes les autres que nous allons réaliser concernant la vapeur, vous aurez une idée beaucoup plus précise du fonctionnement et du comportement de la boucle de vapeur et condensat. Alors, d'autres vidéos, cette fois concernant les aspects théoriques de la vapeur, sont projetées. Nous aurions dû commencer, de toute manière, ce n'est pas interdit de commencer par ce que nous avons fait, parce que beaucoup de gens travaillent dans la vapeur sans rien savoir de la théorie de la vapeur, voyez-vous. Bon, et donc, la théorie de la vapeur, nous allons l'évoquer dans les prochaines vidéos. On va étudier en détail comment la vapeur se comporte, comment elle se produit, comment elle se distribue, comment elle se condense, comment le condensat est récupéré. Bref, tous les aspects thermodynamiques de la vapeur vont être étudiés. Ceux qui sont intéressés par ces questions vont pouvoir être servis. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le groupe, notre page Facebook qui a ce groupe privé maintenance industrielle, que ce groupe privé soit une référence en Afrique dans le domaine de la maintenance industrielle. Et donc, cela ne peut se faire que parce que nous, qui en faisons partie, tous ensemble, aussi bien les modérateurs que les participants, que nous contribuons à l'enrichissement des échanges, l'enrichissement des débats
parce que les gens contribuent, les gens sont intéressés par les thématiques qu'on aborde. Et ça, c'est franchement ce que nous espérons. Je sais que ces vidéos ne sont pas suivies dans le direct, puisque les gens sont en général en train de travailler. Et donc, une fois vous rentrez chez vous, eh bien, alors, justement, pour être informé de nos vidéos, je vous invite vivement à retourner sur la page Facebook de même nom, la page Facebook Maintenance Industrielle, dans le groupe dans lequel vous faites partie, hein, nous sommes plus de 16 000 membres, eh bien, la page, nous n'avons pas tous liké la page, nous n'avons pas tous activé la cloche de notification de cette page pour pouvoir recevoir, pour ne rien rater, tout simplement. Parce que il y a certaines vidéos que nous voudrions faire en direct sur les sites industriels pour vous montrer certaines choses. Et ça se fait sur des téléphones portables, par exemple. Et donc, il est intéressant que le nombre d'abonnés sur la page Facebook soit voisin du nombre d'abonnés dans le groupe. Nous sommes plus de 16 000 membres dans le groupe. Alors, si nous nous inscrivons, si nous nous abonnons tous sur la page relative à ce même groupe, nous aurons 16 000 membres dans le groupe. Voilà. Et à ce moment-là, nous pourrons profiter de toutes les fonctionnalités de ce réseau social et pouvoir intervenir en direct. Et vous pourrez même être dans votre usine en train de faire une opération de maintenance, d'entretien, et puis nous envoyer un direct sur ce que vous avez comme problème. On peut vous répondre. On peut vous répondre très précisément à votre question. Et c'est ça l'intérêt de cette organisation. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je résume. Dès que vous avez l'occasion recevoir cette information, ce message, retournez sur la page Facebook Maintenance Industrielle. Allez-y sur, déjà, liker, un pouce, hein, ça nous fait du bien. Ça permet voilà, à ce que les gestionnaires de la plateforme sachent que nous ne sommes pas des comédiens, voilà, et que nous apportons une expertise réelle qui est intéressante, qui profite aux utilisateurs de la plateforme. Et donc, il faut liker la page, il faut activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations qui arrivent en temps réel. Et donc, ça nous permet donc d'avoir une page riche, une page qui fonctionne. Et alors, le curseur n'est pas visible à mon niveau. Voilà, ça c'est une information qui est arrivée un peu en retard, mais je pense que je l'avais arrangé. Je vous remercie de votre réaction. Donc, partagez la vidéo, hein, partagez cette vidéo dans tout votre réseau de connaissances métiers, hein, parce que là, c'est des vidéos spécifiques réservées aux professionnels. Permettez à d'autres d'accéder à cette expertise, à ces informations qui, à mon avis, vous voyez, c'est très intéressant de connaître ces choses-là. Intéressant sur le plan économique, parce que vous êtes quelqu'un dans votre entreprise, l'employeur, si vous lui apportez ce type d'expertise, vous attirez son attention sur ce type de choses que beaucoup de salariés ne font pas. Hein. Si vous lui parlez clairement de ce qu'il est en train de perdre, en laissant les choses telles qu'elles sont, croyez-moi, cet employeur-là n'est pas idiot. Non seulement vous aurez un traitement spécial, mais en plus, il va vous le faire gagner, il va vous faire profiter de plusieurs manières, puisqu'il sait bien que c'est grâce à vous qu'il est désormais en train de gagner 16 000 euros, 15 000 euros. On a vu tout à l'heure ce que ça peut apporter comme avantage économique, écologique, organisationnel, avec des soucis de sécurité et de santé au travail qui sont plus ou moins réglés. Sur ce, je vous dis merci de votre intérêt pour nos travaux et à très bientôt. Bye bye.